camarades et qualités, je vous souhaite la cordiale bienvenue à la 3e édition de l'espace commémoratif de l'avènement de la démocratie dans notre pays. Cet espace, qui est à sa 3e édition, se veut une tribune d'échange, d'analyse de notre démocratie. Loin de nous l'idée de faire un bilan de la démocratie, cet espace se fait un espace d'échange et de propositions. Tirer les leçons et pour afin de trouver des solutions aux problèmes qui, à mon avis, handicapent notre démocratie aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voici le programme que la commission d'organisation propose pour cette cérémonie. D'abord, la cérémonie va se passer en 2 phases. La première partie, c'est la cérémonie d'ouverture. Le représentant de la Maison de la Presse va souhaiter la cordiale bienvenue aux invités. Ensuite interviendra l'initiateur de l'espace Oumar Barou Sidibé, journaliste au groupe Renouveau et directeur de publication de Mali Plim. Interviendra ensuite le partenaire, le professeur Ahmed Détouré, fondateur de l'université Djemeni International. Il nous dira pourquoi il faut encourager cette initiative. Moron Chaka Sidibé est responsable du projet GDH. Lui aussi nous dira pourquoi l'initiative est vraiment salvatrice. Pour terminer, nous allons donner la parole à Monsieur Brema, au docteur Brema Sissoko, secrétaire général du CPM Kewale Koura, qui mettra fin à la première partie. La seconde partie sera dirigée par mon brillant aîné, Chana Takiyou, qui va s'entretenir avec ses invités autour du thème « Jeunes, femmes, acteurs incontournables des réformes politiques et institutionnelles enclenchées, projet de nouvelle constitution ». La cérémonie prendra fin par des questions-réponses. Merci à vous qui avez accepté d'être parmi nous ce dimanche qui coïncide évidemment avec le mois de Ramadan. Ce n'est pas évident, mais vous avez accepté de répondre à l'invitation. Merci à vous. Sans autre forme de transition, nous allons inviter notre aîné Mamadou Dabo au nom de la Maison de la Presse pour souhaiter la cordiale bienvenue aux invités. Kro Dabo, merci. Merci d'être là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce jour mémorable. Le mois de mars est là, enfin là, avec des dates mémorables, le 8 mars, le 17 mars, le 22 mars et finalement le 26 mars. Un grand jour que nous n'oublierons jamais, en tout cas ceux de notre génération. Et je suis très heureux aujourd'hui que la jeunesse tienne le flambeau. La jeunesse, l'avenir de ce pays, qui a besoin de formation, qui a besoin de repères, nous l'espérons, jouera son rôle dans la démocratisation de notre pays. Au nom du président de la Maison de la Presse, au nom des membres du comité de pilotage de la Maison de la Presse, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue et je souhaite que les échanges soient fructueux sur ce thème important qui invite les jeunes, j'allais oublier les femmes, mais également les femmes au débat. Je vous remercie. Merci, cher aîné. Grâce aux différentes émissions qu'il présente sur Renouveau Télévision.
Oumar Barou Sidibé a tenté l'expérience de réunir les acteurs de l'avènement de la démocratie depuis à peu près, ça fait la 3e édition. C'est certes difficile, mais il a su et pu relever les défis. Comment il l'a fait? Il va nous expliquer. Nous cédons la parole à Oumar Barou Sidibé pour ces quelques mots. Et merci à vous, mon frère Issa Kaba. J'aurais voulu porter le même chapeau que vous ce matin, mais j'en ai choisi autrement. Merci à toute l'assistance et bon mois de Ramadan aux musulmans qui sont ici présents dans la salle. Avant donc de continuer avec mon discours, je voudrais vous inviter à se souvenir qu'en mois de mars 1991, il y a eu des Maliennes et des Maliens qui ont donné de leur vie pour qu'aujourd'hui nous parlions de démocratie. Je voudrais quand même que nous observions 1 minute de silence à leur mémoire. Merci. Je voudrais commencer mon intervention par remercier d'abord ceux qui ont cru en cette initiative. Oui, c'est parce qu'il y a eu effectivement des personnes qui ont cru en votre serviteur que ce projet est devenu pérenne. Nous voici donc réunis autour de cette 3e édition. Parmi ceux qui m'encouragent, ceux qui m'ont encouragé, ceux qui me soutiennent dans cette initiative, il y a bien évidemment, Issa Kaba l'a rappelé, mon grand frère qui est aussi le président de cette maison commune. Il s'agit bien sûr de M. Bandjougou Danté qui est aujourd'hui empêché, mais valablement représenté par notre frère président Mamadou Dabo. Qu'ils en soient remerciés. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit de mon ami, j'allais dire l'ami du Mali, Dr Ahmed Diabelession Touré, président de l'Université Gémeni Internationale. Lors de la première édition de cet espace, il était à cette même place. Et cette année encore, il est encore à la même place. Professeur Touré, trouvez ici toute ma considération et toute ma reconnaissance. J'en viens à présent à mon frère. Sans son prompt accompagnement, je confesse devant vous ce matin que je n'aurais peut-être pas eu la force morale, voire financière, pour honorer cet engagement. Aidez-moi donc à remercier le responsable du projet JDH, M. Moro Siaka Diallo, contrairement à ce que Issa Kaba avait annoncé qu'il était Sidibé. C'est la même chose, c'est la famille Peul. Mon frère Moro, merci pour tout. Un grand penseur de notre temps ne disait-il pas, je cite, « Mieux vaut se sacrifier à la tradition que de sacrifier la tradition ». Mieux que ça, le colonel Assimi Goïta n'interpellait-il pas la jeunesse il y a quelques mois en disant ceci, je le cite, « Je suis jeune au même titre que vous. Si j'échoue, c'est toute la jeunesse qui aura donc échoué. » Justement, c'est parce que ces deux citations continuent à résonner encore en nous que j'ai décidé avec toute mon équipe de maintenir ce rendez-vous malgré les contextes que vous connaissez tous. Oui, nous sommes à cette 3e édition. C'est parce que nous n'avons pas voulu sacrifier donc la tradition et nous avons décidé de nous sacrifier à la tradition. Aussi parce que nous avons compris tout le sens de cette phrase interpellatrice du président de la transition. Loin de moi alors toute tendance vers un parti pris ou un choix fait, mais je reste réaliste en me faisant l'écho de cet appel présidentiel. Mesdames et messieurs, quel contexte mieux que ce 32e anniversaire de l'avènement de la démocratie dans notre pays pour interpeller, pour poser le débat sur la place des jeunes et femmes dans la marche de la démocratie malienne. C'est pourquoi ce contexte de glissement vers la 4e République aidant, nous avons décidé de vous inviter pour débattre ce thème qu'on a retenu pour cette édition qui est « Jeunes et femmes, acteurs incontournables des réformes politiques et institutionnelles enclenchées cas du projet de la nouvelle Constitution ». Pour ne pas donc anticiper le débat,
je préfère m'arrêter là tout en souhaitant un excellent débat à Chana Takiou et à tous ses panélistes. Merci. Merci beaucoup, chers frères, et félicitations déjà. Nous allons appeler ici le professeur Ahmed D. Touré, fondateur de l'Université Djemeni International. Professeur, vous avez la parole. Nous remercions tous ceux qui ont effectué les déplacements, notamment Monsieur le ministre Mauloud Ben Katra. Merci d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous souhaite la bienvenue et je m'en vais remercier M. Sidibé Baourou, initiateur de ce grand événement. Parce que la démocratie, vous savez, c'est l'élément le plus important dans le développement économique et social. Alors, la démocratie permet un vivre ensemble. Et si un vivre ensemble n'est pas accepté, il n'y aura ni développement, ni économie, ni jeunes, ni femmes, ni acteurs. Alors, il faut donc remercier M. Baourou, grand acteur et grand enseignant aussi, parce que, comme vous le savez, le groupe Université Djemeni est ouvert à la jeunesse du Mali. Et M. Baourou a été un de nos meilleurs professeurs dans le groupe. Je vous demande de l'applaudir. Voilà, donc le groupe encourage la jeunesse, encourage la formation, encourage les initiatives. Et vous le voyez, ce matin, nous sommes réunis pour la jeunesse, pour les femmes, pour nos mères, pour nos tantes, pour nos sœurs. Et le sort de l'Afrique, je vous le dis, aurait été différent si nous avions confié au départ notre destin à nos mères, à nos sœurs, à nos filles. 1991 est le départ de la paix, de la démocratie au Mali. Et nous souhaitons que le colonel Gassimi Goïta, qui est à la tête de l'État malien, qui a une grande vision de l'avenir de l'Afrique et du Mali, soit encouragé par chacun de nous, par chacune de nous, parce qu'on ne peut pas le laisser travailler tout seul. Il faut que tout le monde se sente concerné par le travail qu'il est en train de faire, un travail idéologique, un travail économique, un travail sérieux. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous remercie et je souhaite une bonne fête de la communication à tous les journalistes et à toutes les hautes personnalités qui sont là. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Je rappelle que nous sommes à l'espace commémoratif de l'avènement de la démocratie dans notre pays. Nous saluons la présence d'un aîné, le président de la Ligue régionale de Ségou, Moussaf Maïga, une référence pour nous autres. Merci d'être là. Aussi journaliste, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous saluons également la présence des membres du parti Yelema. Merci pour la présence. Mohamed Draman Touré du ministère de la Justice, merci d'être là. Merci à tous. Merci beaucoup. Nous allons appeler mon parent, Moron Chaka Diallo, que j'ai traité de Sidibé, parce que moi, dans mon village, il y a 3 noms. Il y a les Diallo, les Sidibé et les Diakté. Merci. Ça veut dire que tu viens de chez nous. Moron Diallo, merci d'être là et pour votre intervention. Nous saluons la présence du directeur de Renouveau Télévision, Zakaria Ofomba. Merci d'être là. Merci beaucoup, mon frère. Bonjour à tout le monde. Monsieur le coordinateur de Mali Plume, Monsieur le modérateur de cet espace commémoratif, Mesdames, Messieurs les panélistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers journalistes, je voudrais remercier Mali Plume d'avoir organisé cette 3e édition
de l'espace commémoratif de l'avènement de la démocratie au Mali sur le thème « Jeunes et femmes, acteurs incontournables des réformes politiques et institutionnelles enclenchées, projet de nouvelle constitution ». Au nom de l'organisation Journalistes pour les droits humains, JDH, je suis heureux d'exprimer tout notre soutien aux principes et valeurs démocratiques que symbolise cet espace. Notre soutien aux activités de cet espace commémoratif s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Amplifier la voix des femmes à travers les médias en contexte de transition et de réformes que JDH exécute avec le soutien de NED. Mesdames et messieurs, JDH est une organisation canadienne dont la mission est d'outiller les journalistes et les médias à couvrir les questions relatives aux droits humains de manière éthique et objective au profit de leur propre communauté. Dans un pays en situation de crise, quand l'information crédible est produite par des professionnels mieux formés, soutenus et accompagnés, elle peut sauver des vies. Elle peut rééduquer les couches sociales et engager tout le monde sur des valeurs de responsabilité, d'inclusion, d'égalité et de justice, de paix et de développement. Avec de l'expérience dans plus de 30 pays, nous intervenons au Mali depuis 2019. Nous collaborons avec les organisations professionnelles des médias, les organisations de la société civile, les structures étatiques et des collectivités pour aider les autorités nationales à reconstruire une société démocratique qui respecte, promeut et protège les droits humains. De nos jours, notre travail a permis à environ 300 journalistes et responsables des médias de produire et diffuser des reportages de qualité sur diverses problématiques et solutions des droits humains dans notre pays. Chers modérateurs, chers panélistes, je voudrais vous féliciter de votre participation à cet espace commémoratif. Je ne doute pas de vos capacités à créer une atmosphère dynamique qui respecte la diversité des opinions et les règles de la co-construction. La force des messages et la pertinence des propositions que le public malien attend de cet espace commémoratif dépend principalement de vous. Je souhaite que les conclusions de cette conférence-débat puissent être prises en compte par nos décideurs et toutes les parties prenantes de notre démocratie afin de faire avancer nos pratiques au Mali. Je vous remercie. Merci bien. Merci Moro Chaka Diallo. Merci. Nous saluons la présence du directeur de l'hôpital Mère-Enfant Luxembourg, M. Kader Babi. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. Le président Djiré aussi est dans la salle. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci aux confrères. Le représentant du CPM Kewale Koura n'étant pas là, ceci mettra fin à la première partie de la cérémonie qui nous allons inviter notre aîné, notre brillant aîné, Chana Takiyou, d'abord pour s'installer et ensuite inviter. Merci, cher aîné, vous avez votre micro. Vous allez appeler un à un vos invités, des brillants jeunes de ce pays. El Hadj Chana Takiyou, directeur de publication du 22 septembre. Merci. Merci beaucoup. Chana et ses invités vont discuter du thème « Jeunes et femmes, acteurs incontournables des réformes politiques et institutionnelles enclenchées, projet de nouvelle constitution ». Merci. Cher aîné, vous avez la parole pour appeler un à un vos invités. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer le débat. Aujourd'hui, jour commémoratif du 26 mars 1991. 26 mars 1991. 26 mars
2023. 32 ans que des Maliens, il y a 32 ans de cela, que des Maliens se sont battus, des femmes, des jeunes, des vieux, pour demander simplement la démocratie et des meilleures conditions de vie et de travail. Les élèves et étudiants du Mali ont payé un lourd fardeau avec des centaines de morts, autant de blessés. La démocratie, nous l'avons obtenue au prix du sang. La démocratie, nous l'avons arrachée en République du Mali. Elle n'a pas été offerte sur un plateau d'argent. La démocratie, le meilleur des systèmes, nous devons nous battre tous les jours pour cette démocratie qui permet l'égalité des chances, qui permet la justice, qui permet des meilleures conditions de vie et de travail pour tous, même si beaucoup reste à faire. Bref, je vais inviter les panélistes à me rejoindre ici pour pouvoir commencer le débat du jour. Monsieur Nouhoum Sarr, honorable Nouhoum Sarr du CNT, applaudissez-le. Nouhoum Sarr à ma droite. Nouhoum Sarr à ma droite. Je décide ici. Hein? Khadija Fofana. Khadija Fofana. À ma gauche. Khadija Fofana, à ma gauche, femme leader, une femme dynamique qui a le courage de ses opinions. Applaudissez-la. À ma gauche, Evelyne Jacques, femme politique, jeune, dynamique, à côté de Nouhoum Sarr. À côté de Nouhoum Sarr. Le dernier panéliste, Boubacar Yalkoué, il est là, un jeune journaliste, membre du Conseil national des jeunes. C'est un putschiste aussi, hein? C'est un jeune putschiste. Hein? Hein? Yalkoué, jeune cousin, ça va? Bien. Merci beaucoup pour avoir répondu à l'invitation de Mali Plume, pour parler ainsi. Donc, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais, vous tous, vous demander d'abord ce que vous entendez par 26 mars. Nouhoum Sarr, est-ce que tu as participé au 26 mars? Est-ce que tu étais jeune? 26 mars, tu as entendu parler? Qu'est-ce que tu en sais du 26 mars? Merci beaucoup, grand frère Cheikhana Takiou. Merci à l'ensemble de nos frères, sœurs, nos oncles, nos camarades de lutte qui ont effectué le déplacement. Je voudrais avant tout propos m'incliner pieusement devant la mémoire des martyrs de mars 91. Lorsqu'on évoque mars 91, on se rappelle de cette lutte politique que nos aînés ont menée contre l'une des dictatures les plus féroces d'Afrique pour que advienne la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir pluriel, le multipartisme intégral. Je n'ai malheureusement pas participé à mars 91, j'étais enfant, mais lorsqu'on s'engage en politique, le soubassement, c'est connaître l'histoire de son pays. Et mars 91 est un tournant
décisif pour le Mali. Et si vous permettez, nous allons rentrer dans le vif du sujet au cours du débat. Pour ma part, mars 91, c'est la consécration d'une valeur de lutte pour les libertés, l'avènement de la démocratie multipartite, la pluralité d'opinion, la liberté d'expression et surtout la floraison de la presse écrite, audiovisuelle et la presse orale à travers la radio. Ce sont des acquis. Et ces acquis-là nous obligent, en tant que contemporains des acteurs de mars 91, à rester debout pour défendre les idéaux, les vrais idéaux de mars 91, qui ont été portés par ces dévanciers et auxquels nous rendrons toujours un hommage, malgré qu'aujourd'hui, il y a plusieurs tentatives de falsifier l'histoire. Nous en parlerons. Merci beaucoup. Khadija Fofana, qu'est-ce que vous entendez par 26 mars? Alors, merci, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont travaillé à nous donner cette opportunité. Le 26 mars, pour moi, c'est l'avènement de la démocratie. Mais avant tout propos, je voudrais m'incliner devant la mémoire des personnes qui ont payé le prix ultime pour la démocratie. Je voudrais rendre hommage à ces femmes qui sont les premières victimes de cette révolution, puisque ce sont les femmes qui perdent leur mari, qui perdent leurs enfants, et le décor planté au niveau du pont des Martyrs en est une parfaite illustration. Et aujourd'hui, le vivant et les survivants que nous sommes, nous avons le devoir de faire en sorte que la démocratie, pour laquelle, cette chose pour laquelle certains ont donné leur vie, ne rime pas désormais avec la corruption, avec le clientélisme, avec le favoritisme et avec l'injustice, et j'en passe. Merci beaucoup, Khadija. Jacqueline, hein? Et Evelyne Jacques, pas Evelyne Jacqueline. Jacques. Ah oui, Evelyne Jacques, excusez-moi. Donc, Evelyne, 26 mars, ça vous dit quelque chose? Oui, déjà, je dirais que le 26 mars, moi, je n'étais pas née. Je suis née à Alpha Clédoué. Donc, je ne pourrais pas dire grand-chose, mais c'est grâce aujourd'hui à l'ultime sacrifice de ces femmes et de ces hommes que nous, aujourd'hui, nous pouvons faire la politique. Qu'aujourd'hui, nous sommes assis ici sur des plateaux pour défendre nos idées. Donc, vraiment, je m'incline à la mémoire de ces braves femmes et hommes qui se sont battus pour que nous soyons là aujourd'hui. Merci beaucoup. Yalkoué, 26 mars 1991, tu étais à Bajangara ou à Bamako? Bonjour, cher doyen. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur cet événement qui a marqué l'histoire du pays. Par-delà également le thème qui nous réunit ce matin. Et en même temps, je profite aussi pour saluer tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, les personnalités politiques, et les journalistes, etc. Et comme vous l'avez si bien dit, moi, en tant que journaliste, je suis là au nom du Conseil national de la jeunesse du Mali, mais je suis journaliste, directeur de publication. Quand on parle de 26 mars, je me vois directement pour la simple raison que la liberté d'expression, d'opinion, la liberté de presse, et je pense bien que nous avons eu les avantages à partir de cet instant-là. Et ce qui fait que nous disons ce que nous pensions par rapport à la situation du pays, et sans être inquiétés jusqu'à un certain niveau. Et suite à cela également, il y a aussi des dispositions qui encadrent un peu aussi l'exercice de ce métier aujourd'hui, qui fait que nous ne sommes pas en réalité jugés, je dis jugés au même titre que les autres, parce que pour nous, quand il y a diffamation, il y a la citation directe, ce n'est pas comme si c'était un délit de droit commun. Il y a ce cas positif qui est là. Mais par-delà également, tout ce que nous avons aujourd'hui comme avantage, je pense que c'est parti de là. Et donc, il est bon vraiment de se remémorer et faire en sorte que tout n'est pas rose avec cette démocratie-là, essayer de prendre les points positifs et ce qui a été considéré comme mauvais, voir comment nous pouvons quand même pallier à ces mots-là. Merci bien. Merci beaucoup. Avec ce premier tour de table, nous nous rendons compte que 26 mars
est une date symbolique, une date très importante qui, malheureusement, il faut le dire, perd de plus en plus de valeur parce que même les acteurs de ce 26 mars sont de plus en plus invisibles pour ce débat. Beaucoup d'entre eux ont été invités, certains ont décliné, beaucoup sont absents, malheureusement. Donc, nous devons encore, une fois de plus, se battre pour cette démocratie, se battre pour la démocratie, c'est la mère de toutes les valeurs, c'est la mère du développement. La démocratie, nous devons nous battre pour cela, malgré les multiples tentatives d'anéantissement ou de disqualification des acteurs du 26 mars. Nous devons nous battre pour vraiment le 26 mars pour la démocratie. La démocratie, encore une fois de plus, je le répète, c'est le meilleur des systèmes. Nous allons maintenant aborder notre thème. Le thème, c'est jeunes et femmes, acteurs incontournables des réformes politiques et institutionnelles enclenchées. Nous allons parler du projet de la nouvelle Constitution pour voir si ce projet-là est un projet qui fait de la place aux jeunes et aux femmes. Monsieur Noumsa, qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce projet de Constitution qui nous permet d'aller de l'avant? Est-ce que les jeunes et les femmes ont été pris en compte par rapport à ce projet? Merci beaucoup, cher grand frère. Il est important qu'aujourd'hui, tout ne doit pas se réduire au projet de Constitution. Le Mali actuel est dirigé par des jeunes. Par des jeunes. Il ne faudra jamais l'oublier. Le président de la transition est jeune. Le président de l'organe législatif est jeune. L'essentiel des départements régaliens est dirigé par des jeunes. Le Conseil national de transition auquel j'appartiens, son bureau est à 60% jeunes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Mali est dirigé par des jeunes. Je vais me poser la question de savoir comment, dans un contexte pareil, où le leadership du pays est assuré par la gente juvénile, on ne prenne pas en compte la jeunesse. C'est quasiment impossible. Donc, le projet auquel vous faites allusion, nous sommes en train de l'examiner comme tout le monde. Nous sommes en train de l'analyser parce qu'il ne suffit pas de lire et de dire j'ai lu, mais il faut l'examiner au regard de l'histoire, au regard de l'évolution, au regard des aspirations profondes de notre peuple. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'il faut exprimer une position claire par rapport à ce projet. Ça, c'est la démarche que Noumsar et ses amis politiques sont en train de mener. Ce qui est important à retenir dans ces réformes, de façon globale, les réformes au niveau du secteur de la défense, les réformes de l'administration, les réformes de la réforme de la justice, c'est qu'à un moment donné de notre histoire, le pays a bégayé, le pays a été secoué, le pays a connu un changement non conventionnel de pouvoir. Mais on l'a condamné, certains l'ont condamné en tant que démocrate parce que ce sont des principes. Mais il faut remonter à mars 91. C'est extrêmement important. Certains acteurs de mars 91 estiment qu'ils sont les seuls à pouvoir avoir le droit de parler de mars 91. Nous, on se rappelle de notre histoire à l'école et à l'école de la politique. C'est que... Quels sont ces acteurs ou cet acteur qui pense eux seuls? Certains, ils se reconnaîtront. Je n'ai pas l'habitude de citer des noms. Moi, je suis de l'école d'un des acteurs, principaux acteurs de mars 91, Dr Zoumana Sako. C'est lui-là même qui a dirigé Zoumana Sako. C'est lui-là même qui a dirigé le gouvernement de transition et qui a mis le pays sur les rails. Mais après, bon, on a vu que la course effrénée au contrôle des ressources, la corruption généralisée, le clientélisme, le népotisme, tout ce que ma soeur vient de dénoncer, a été instauré en système de gouvernance. Et que ce soit les acteurs, que ce soit l'instrument
que représente la politique, l'instrument de conquête du pouvoir ou son exercice en vue du bien-être et du bien-avoir de nos populations, cet instrument a été fortement discrédité. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce discrédit, malheureusement. Et vous avez vu, un président d'un pays a dit clairement que la classe politique de notre pays n'a pas réussi à redresser le pays. Donc, il faudra qu'il y ait une remise en cause de ce qui s'est réellement passé. Parce que l'accession de la prise de pouvoir par l'armée et les militaires ne vient pas du néant. C'est le résultat d'un processus. Lorsque vous dirigez le pays et que vous ne pouvez pas donner de l'eau, de l'électricité à notre peuple... La question est précise, Evelyne. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport au projet de nouvelle constitution? Est-ce qu'il y a des aspects qui favorisent l'épanouissement de la jeunesse, des jeunes et des femmes? Oui, déjà, je dirais que déjà la finalisation du projet, la commission qui a été mise en place a pris en compte les jeunes, dont mon organisation était membre et un représentant du CNJ. Donc, nous avons défendu les proportionnels. Parce que nous, notre combat au sein de mon organisation, c'est de se battre pour que les jeunes puissent avoir plus de représentativité dans les instances de décision au Mali. Et comme nous sommes le 2/3 de la population, nous sommes beaucoup plus nombreux, mais nous sommes mis de côté ou peut-être pas trop mis en avant par nos aînés. Et pour se battre, nous avons fait des plaidoyers auprès des autorités dans toutes les régions du Mali, je peux dire sur l'ancien découpage administratif. Et à travers cela, on a vu que la nouvelle loi de programmation a pris en compte une loi pour la jeunesse qui pour nous verra bientôt le jour. Donc pour nous, défendre la proportionnelle rentre dans notre combat parce que la proportionnelle dans les élections à venir peut favorisera les jeunes, les partis jeunes qui viennent de naître, les indépendants, en tout cas tous qui aspirent à être élus dans l'Assemblée comme dans la municipalité, auront plus de chances face aux candidatures, les gros pointures comme nos grands partis, à être élus. Donc c'est un combat que nous avons gagné et la nouvelle constitution prend en compte la proportionnelle. Donc pour nous, ça c'est déjà un combat qui a été gagné pour la jeunesse. Et je trouve dans l'ensemble, il y a certains trucs que nous avons aussi appréciés, notamment tout le monde ne peut pas être satisfait dans une commission, ça c'est clair, donc c'est un compromis. Moi je peux être satisfait de quelque chose et une autre organisation ne peut pas l'être. Par rapport même à la diaspora, je suis d'accord que si aujourd'hui quelqu'un doit être candidat aux élections présidentielles du Mali, il doit avoir une seule nationalité pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Parce qu'après élection, le président, il a tout le pouvoir pour dire que je ne renonce pas à ma nationalité. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose qui est dans la Constitution, que j'ai apprécié, que mon organisation a apprécié. Donc voilà, moi, je pense que le projet a pris en compte, en tout cas, pas en majorité, mais en tout cas, quelques préoccupations de la jeunesse. Et Yerkouye du CNT, CNJ. Excusez-moi, CNJ. Oui. Vous étiez membre de la commission de finalisation du projet de constitution. Quels sont les éléments de ce projet de constitution qui permettent de façon générale l'épanouissement de la jeunesse? Merci bien, cher doyen. Je pense que d'abord ce projet est l'émanation d'une grande rencontre qui a eu lieu au Mali ici, qui a pratiquement rassemblé tous les acteurs, toutes les sensibilités, qui ont donné leur avis, les assises nationales de la refondation. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une commission de rédaction et après, les travaux ont été sanctionnés par une commission de finalisation à laquelle moi-même j'ai pris part au compte du Conseil national de la jeunesse du Mali. Et à commencer d'abord par rapport à votre question, à commencer par le discours du président. Et je pense que le fait de mettre la jeunesse au cœur de la gestion de cette transition, ça résume en gros la vision des autorités de la transition, de faire de telle sorte que la jeunesse puisse quand même être à partir de cet instant l'épicentre, sinon même l'apôtre de la gouvernance au Mali. Et secondo, quand vous prenez un peu l'âge aussi pour être candidat au sein dans le projet de constitution, je pense que c'est 35 ans
n'est-ce pas? De 35 à 75, l'âge plafond c'est 75 ans. Et je pense que ça va exclure pas mal de vieux pour la CEP. Bon, les raisons sont connues. Parce que vous voyez, donc déjà ça c'est un point positif. Et au-delà de ça également, lorsque le pays est dans une situation critique, le président a la possibilité de lancer une mobilisation générale de la jeunesse. Et ça, c'est à partir de 18 ans. Et je pense qu'avec cette transition, nous avons souffert et nous continuons à souffrir aussi. Maintenant, pour tout citoyen émis de bon sens, qui se dit patriote, et qui estime aussi que, à l'allure où vont les choses, surtout le fait que le pays, le Mali, a tenu tête à la France, par-delà également à d'autres organisations, est une bonne chose. Je pense que nous devons quand même défendre cela, parce que, vu l'insécurité qui est là aujourd'hui, vu la guerre que nous sommes en train de mener aujourd'hui, il faut, à un moment donné aussi, donner la possibilité aux autorités de mobiliser les jeunes afin d'aller au front. Et l'exemple peut-être le plus rationnel, pour faire une digression, c'est le cas qui s'est récemment passé au Burkina Faso, et celui qui a été appelé pour intégrer l'armée, même s'il est activiste, il est jeune. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour dire que compte tenu de la situation du pays, c'est des paramètres qui sont vraiment, moi, à mon avis, positifs et qu'il faut aussi défendre. Merci. Merci beaucoup, Yelkoué. Khadija Fofana, selon vous, est-ce que ce projet de constitution comporte des éléments permettant l'épanouissement de la jeunesse jeune et femme? Alors, tout d'abord, il faudrait qu'on comprenne, que l'on comprenne qu'une constitution ne peut pas se résumer à un moment donné. Une constitution ne peut pas se réduire à, je ne sais pas, à un régime ou à une transition. Une constitution doit tenir en compte le passé du pays, le présent et même le futur. Et donc, pour moi, c'est une formule bateau qu'on a utilisée concernant les préoccupations des femmes et des jeunes. Il est clair que les représentants des organisations des jeunes et les représentants des organisations des femmes sont l'une des composantes du Conseil économique et social, comme le stipule l'article 168 du projet de la nouvelle Constitution. Mais c'est bon, c'est une avancée, c'est une nouveauté, mais parce que jusqu'ici, il faut reconnaître que le Conseil était juste composé des autres socio-professionnels. Mais le seul hic est que cette instance, cette institution-là est la plus faible parmi les autres institutions. Alors, cette institution n'a ni pouvoir législatif, ni pouvoir exécutif. C'est tout simplement une institution consultative. Vous parlez de quelle institution? Je parle du Conseil économique et social. C'est le seul point, à part le préambule, qui parle de la prise en charge des préoccupations des jeunes et des femmes. Alors pour moi, un pays qui est composé majoritairement de jeunes, 77% de la population malienne est jeune, et majoritairement de femmes, puisque nous représentons 51% de la population. Et donc, que nos préoccupations soient seulement prises dans un seul article et que le reste soit écrit seulement dans le préambule. Le préambule, c'est l'aspiration que se fixe une nation à un moment donné. Mais ça ne traduit pas, en fait, les vraies préoccupations. Ça ne les traduit pas. Pour les traduire, il faut que cela puisse exister dans les dispositifs judiciaires. Et donc, ce qui n'est pas fait, pour moi, je suis plus que restée sur ma faim et je suis même surprise que des jeunes comme moi puissent penser à un moment donné que nos préoccupations aient été prises en charge dans ce projet de nouvelle constitution. Donc, si je vous comprends bien, vos préoccupations n'ont pas été suffisamment prises en compte par ce projet de constitution. Non, pas du tout. Moi, c'est vrai, je l'ai dit tantôt qu'il y a des nouveautés dedans, mais ça reste encore une fois une formule bateau. Ce qu'il aurait fallu faire, peut-être, c'était d'indiquer dans la Constitution que des lois législatives ou des lois organiques pourraient être prises, des lois organiques pourraient être prises ou des lois ordinaires, j'allais dire,
pour renforcer davantage ce qui est déjà acquis. Parce que si ça reste au niveau du préambule, ça reste tout simplement des aspirations et ça ne se traduit pas en réalité sur le terrain. Madame, vous êtes du même avis que votre vis-à-vis? Non, bon, je l'ai dit que dans une constitution, dans un document, tout le monde ne peut pas être satisfait, ça c'est clair, c'est un compromis. Dans une commission, il y avait toutes sortes de confessions qui étaient représentées, dont la jeunesse, les femmes, les religieux, les codes professionnels. Qu'est-ce que vous aurez souhaité qui n'est pas pris en compte dans ce projet de constitution? Ce que j'ai dit, nous, notre combat était que la proportionnelle soit prise en compte, et ce a été fait. Et nous, le reste du combat n'est pas forcément constitutionnel. Comme elle l'a dit, il y a des lois qui peuvent être prises, notamment la loi pour garantir la représentativité des jeunes. Et j'ai dit que aussi c'est un combat gagné d'avance parce que la loi de programmation de la jeunesse qui a été prise en Conseil des ministres a pris cela en compte. Donc c'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas dire dans un document que tu es satisfait à 100%, parce que forcément, il y a des parties qui ne concernent pas la jeunesse, mais qui concernent la nation elle-même, qui peut-être peut poser problème ou qui peut-être ne t'arrange pas, tu n'es pas d'accord par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que, que tu dois rejeter le document ou dire que non, la jeunesse n'a pas été prise en compte. Moi, à mon avis, les proportionnels vont permettre à plusieurs jeunes candidats aux prochaines élections de se présenter et d'avoir des élus. Et c'est ça pour moi l'essentiel. Et c'est le combat de la jeunesse aujourd'hui, d'être représenté dans les institutions. Oui, vous êtes jeune leader, vous êtes président d'un parti politique, membre du CNT. Est-ce que ce projet de constitution permettra à la jeunesse, aux jeunes, d'accéder au poste politique? Merci beaucoup. Vous savez, quand je venais à ce débat, j'ai lu le thème, c'était l'ensemble des réformes politiques en cours. La Constitution n'est qu'un élément de ces réformes. L'accès des jeunes et des femmes. Moi-même, je suis jeune et on est dans un carcan. Voilà. On a donné un thème. Ouais. Donc, je ne voudrais pas sortir du thème, parfait. Sinon, les jeunes, la Constitution, de façon générale, il y a beaucoup d'éléments, on peut dire beaucoup de choses, mais la Constitution a un rapport avec un thème bien précis. Il s'agit de ça. Une Constitution sous tous les cieux, dans tous les pays, ce sont des règles générales. Ce sont les généralités. La Constitution n'intervient pas forcément dans le domaine de la loi. Le reste, c'est la loi. Ce sont les généralités. Quand vous prenez la Constitution des États-Unis, le préambule, c'est 2 ou 3 phrases. Donc, c'est pour dire qu'une Constitution ne peut pas tout prévoir. Moi, j'estime même que le projet est très long. C'est très long. 150 quelques articles, c'est très long. Une Constitution, ce sont les généralités. C'est ça, en tout cas, le principe. Ce sont les généralités. Et la plus vieille Constitution Ce sont des généralités qui déterminent le reste. Le reste, c'est le domaine de la loi. La Constitution, c'est la mère de toutes les lois. Mais bien sûr. Bien sûr. Donc, la mère est généralement, une mère peut donner naissance à plusieurs enfants. Donc, c'est ça, ce sont les lois organiques ou les lois ordinaires. Par rapport à la jeunesse, par rapport aux femmes, il y a une loi déjà portant sur la promotion du genre, l'accession des femmes aux postes de responsabilité, la loi 052. Elle n'est pas anticonstitutionnelle, elle a été prise en conformité avec l'actuelle constitution en cours. C'est pareil, ça peut être pareil pour les jeunes. Ça peut être pareil pour les hommes des médias. Ça peut être pareil pour les personnes vivant avec handicap. Donc, dire aujourd'hui que la jeunesse n'est pas prise en compte de façon globale, ce n'est vraiment pas exact. Une constitution ne peut pas se focaliser sur une composante, exclusivement sur une composante. Ce sont les généralités. La suite fera probablement objet d'une loi. Une loi instituant peut-être le quota pour les jeunes, une loi instituant l'obligation pour les listes d'avoir au moins les jeunes comme tête de liste, j'en sais rien. Mais il faut rappeler que les jeunes du Mali, en tout cas ceux qui sont engagés, n'ont pas attendu aujourd'hui pour se battre pour le pouvoir. Je l'ai dit, le leadership du pays, actuellement, en 2023, est jeune. C'est un fait. Le constat, il est là.
On n'a pas eu besoin de loi pour faire Vous ça. le répétez chaque fois, le leadership est jeune, au CNT il y a des jeunes, un peu partout il y a des jeunes, mais pour quel résultat? Le résultat, il est clair. Hein? Le résultat est là. Je le dis tout le temps, je le dis, nous mettons quiconque au défi, nous sommes prêts à aller débattre sur le bilan de ce leadership jeune. Aujourd'hui, nous avons une armée qui se modernise. C'est un fait, c'est un constat, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un constat, c'est un fait. Aujourd'hui, la respectabilité de notre pays est visible à l'œil nu. Aujourd'hui, le passeport de notre pays est respecté. La dignité et l'honneur sont retrouvés. C'est ça, ce sont les bilans de ce leadership jeune. Aujourd'hui, l'indépendance, en tout cas la souveraineté décisionnelle du pays est affirmée. Oui. Donc, merci voilà. beaucoup. Yalkoué, est-ce que vous partagez son point de vue sur le fait que le leadership jeune du Mali actuel porte des fruits? Bon, moi je pense que c'est une appréciation, n'est-ce pas? C'est une appréciation. Et à mon entendement, je pense que nous sommes quand même au cœur du système. Non seulement à travers le discours du président, et par-delà aussi tout ce qui est question liée à la gestion de la transition, pour une transition réussie, la jeunesse a été impliquée. Personnellement, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous avons été impliqués de bout en bout. Et pour revenir à la question de la grande sœur Kadidiatou, par rapport au Conseil économique et social, et je pense que c'est une institution qui a été renforcée davantage. Parce que dans ses missions, on a dit que toutes les questions qui sont liées à l'économie ou ses attributs dans l'appellation du Conseil économique, social et culturel, maintenant, les autorités sont tenues à les consulter afin que le Conseil donne sa position par rapport à ça. Ce n'était pas dedans. Et par rapport au rapport, généralement, le Conseil économique, social, culturel, environnemental et culturel fait des descentes à l'intérieur du pays et il remonte les informations par rapport aux souffrances, les doléances des populations. Et il est mentionné dans la Constitution que ces doléances-là, à une fois rédigées en rapport au niveau du Conseil, ces doléances sont soumises aux autorités pour examen et voir également aussi ce qui est possible de prendre en compte en fonction des réalités du pays. Ce n'était pas dedans. Et le Conseil économique, les membres du Conseil ils l'ont souligné et ça a été pris en compte parce qu'ils avaient d'énormes difficultés. Cette année, tu pars dans une contrée bien déterminée, tu ramènes les difficultés, tu n'as personne à qui s'adresser. Officiellement, tu n'as personne à qui t'adresser. Et maintenant, ça reste comme ça. Est-ce que peut-être l'année prochaine, tu peux retourner dans la même contrée? C'est difficile. Ils vont te dire que bon, cette année, tu es venu, tu as recensé nos difficultés, tu es parti avec, on n'a rien vu de positif après. Et cette question a été résolue. Et au-delà, même par rapport au Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Conseil national de la jeunesse est représenté là-bas. Ce n'est pas ce projet de constitution qui va prendre ça en charge, mais ça l'était. On est dedans. Et au-delà de ça également, pratiquement dans pas mal de, comment on appelle ça, au niveau de l'administration, et à chaque fois qu'il y a question de quota, le Conseil est saisi pour que le Conseil envoie un représentant. Le Conseil national de la jeunesse est saisi. Donc, et au-delà, même au-delà, peut-être pour donner donc un dernier exemple. Vous estimez que cette fois-ci, vous êtes mieux représenté que les années précédentes? Oui, si je dis peut-être l'innovation en la matière, on l'était. L'innovation en la matière, peut-être, c'est peut-être d'ordre patriotique. La mobilisation de la jeunesse, comme je l'ai si bien dit. Ça, c'est quand même un fait nouveau. Mais le reste, c'était là bien avant aujourd'hui. Merci que vous voyez. Merci beaucoup. Merci. Kadija Fofana, votre avis sur le leadership jeune du Mali au niveau du CNT, au niveau de la présidence, au niveau de beaucoup de structures de l'État. Est-ce que ce leadership jeune a produit des fruits? Alors, ça c'est une belle question. Mais avant, moi je reste toujours surprise. Parce que sous d'autres cieux, des jeunes sont de véritables acteurs. Mais hélas, chez nous, on se contente d'être tout simplement aux membres d'un organe consultatif. Un organe consultatif, on vous consulte et vous donnez des avis et très souvent, ces avis-là ne sont même pas pris en compte. Moi, j'aurais voulu, très sincèrement, que l'on se batte pour beaucoup plus que ça. Mais bon, à chacun sa vision des choses. Alors, concernant le leadership jeune,
Alors, je ne vais pas me jeter la pierre non plus. Je pense que beaucoup de jeunes travaillent dans ce sens. Beaucoup de jeunes ont compris qu'il fallait arrêter d'être de mercenaires politiques, qu'il fallait se battre pour ses convictions et pour ses droits, c'est important. Ben, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de leaders, si on peut nous appeler comme ça, entre guillemets, des leaders, mais pour quelle fin? Est-ce pour des fins personnelles? Est-ce pour les aspirations du peuple malien? La question reste posée. En tout cas, à chaque fois que nous sommes promus, c'est-à-dire à chaque fois que nous avons des promotions, il se trouve que le langage change selon le roi du jour. Donc pour moi... Selon les intérêts du moment. Pour moi, nous les jeunes, nous devrons accepter de faire notre mea culpa. Savoir que ce pays ne peut rien être sans nous. Savoir que nous sommes les leviers même de ce pays. Alors, si nous décidons de mettre notre pays, de monnayer notre pays contre un poste ou contre de l'argent ou contre quelque chose d'autre, c'est nous qui allons être les seuls perdants. Merci beaucoup, Jacques. Selon beaucoup d'observateurs, la plaie de notre démocratie, c'est bien sa jeunesse. Que pensez-vous? Je trouve qu'elle est exacte parce que déjà... Un peu fort, s'il vous plaît. Déjà, oui. Je crois que la jeunesse a son rôle, ou je peux dire, il a joué une partie de la défaite, en quelque sorte, de ce système démocratique depuis 30 ans. Pourquoi? Parce que c'est ces jeunes qui ont été politisés, même au niveau de l'éducation malienne. L'éducation, il a foutu le camp parce que la politique est rentrée dedans. Et nous avons accepté, comme dit Kayatou Fofana, d'être des mercenaires pour des hommes politiques, pour des fins personnelles, peut-être pour des 10 000, des 15 000, à les acclamer, à monter au pouvoir, des t-shirts, des thés, à encourager la médiocrité. Voilà, c'est ça au fait. Nous avons encouragé la médiocrité dans le système éducatif, dans le système de gestion, même dans les partis politiques, dans les associations et tout. Nous sommes médiocres, nous voulons tout facilement. Et la médiocrité, elle est tellement qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous cherchons à s'en sortir, mais c'est très difficile parce que c'est un fardeau que certains jeunes portent aujourd'hui, mais c'est très lourd à porter. Parce que tirer des personnes qui se sentent bien avec 10 000 francs, qui ne veulent pas se former, qui n'ont pas d'ambition de dire que j'ai applaudi telle personne pour aller au pouvoir, je peux être à sa place pour mieux faire, c'est très compliqué. Donc moi, je pense que la jeunesse a beaucoup de chemin à faire. La jeunesse doit se former. Nous voulons une jeunesse, nous voulons une représentativité, mais nous voulons des jeunes formés pour être dans les postes. Nous ne voulons pas des jeunes applaudisseurs dans les postes de ministres, comme on le voit aujourd'hui. Monsieur Nomsar, la jeunesse, au niveau de la jeunesse, on parle de médiocrité. La jeunesse constitue la plaie des différents systèmes politiques. Ça persiste. C'est votre point de vue? C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il est important de rappeler les faits. Nous avons une jeunesse qui a été sacrifiée, il n'y a pas d'école, on a détruit l'école. On a pris le pouvoir et on a empêché les jeunes d'être formés, on a détruit l'école. Parce qu'avec l'argent du pays, on va envoyer nos enfants à l'extérieur, ils seront les mieux formés et ils viendront diriger les jeunes pour lesquels on a cassé l'école. Les quelques-uns là, nous les quelques-uns qui ont pu sortir par les mailles du filet, c'est l'université publique de Bamako. Allez-y, c'est 3000 personnes dans une seule classe. C'est une honte. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ces jeunes qui ont demandé ça. Nos aînés, ils étaient à l'internat au lycée Askia ou au lycée de Badla. Le savon, la nourriture, les habits, le transport, c'est l'État du Mali. Tout, c'est l'État du Mali. Mais pour ces jeunes-là, ils n'ont rien. Ils étudient dans des conditions dégradatoires, dans des conditions inacceptables. Et vous voulez, on peut avoir quelle jeunesse
avec telle formation, avec telle école. C'est Donc- pas de leur faute. Donc tu te Donc- contredis donc alors. c'est important. Ah, tu te C'est- contredis Non, en pas du tout. reconnaissant que la jeunesse est mal formée, Non. que la jeunesse Pourquoi elle est mal formée? est corrompue. Parce qu'on ne s'est pas occupé de l'école. On ne s'est pas occupé de l'école. Mais le résultat, les La retombées, Première c'est République, la jeunesse qui est la Première victime de la République- situation. La Première République a construit les internats, a doté les écoles. Les acteurs politiques de mars 91 à aujourd'hui ont étudié sous la Première République parce qu'il y avait une école. Mais lorsqu'ils ont eu les rênes du pays, c'est l'école qui a été détruite. Monsieur Sarr, Donc, vous pouvez Monsieur pas Sarr, attendre. s'il vous plaît, nous ne sommes pas en train ici de faire le procès des dirigeants ou de politique, mais on parle de la jeunesse. La responsabilité de la jeunesse dans sa médiocrité. La responsabilité de la jeunesse dans la situation Cher Nana, actuelle. cher Il Nana, s'agit de cela. Lorsque vous n'avez pas l'accès au savoir universel, lorsque vous n'avez pas d'école, lorsque vous êtes 100 dans une salle de classe, lorsque dans un amphithéâtre vous êtes 3000, quel savoir vous voulez avoir dans ces conditions? Quel savoir vous voulez avoir dans ces conditions? Donc ils sont sacrifiés, on les a trahis, on n'a pas utilisé les ressources pour les mettre dans les conditions pour avoir la connaissance, et on se surprend, on est surpris de voir qu'ils sont médiocres. On est surpris de voir qu'ils sont médiocres. Merci C'est beaucoup. pas honnête. Yalkoué, vous êtes le représentant de la jeunesse. Il y a beaucoup de qualificatifs par rapport à cette jeunesse désœuvrée, médiocre d'aujourd'hui. Et quelle est votre responsabilité dans la situation actuelle? Oui, merci bien. Moi, je pense que la plaie qui aujourd'hui fatigue cette couche juvénile. Un peu fort, s'il vous plaît. J'ai dit que la plaie qui asphyxie cette couche juvénile aujourd'hui, je peux dire que c'est un peu la morale. La morale, elle manque beaucoup. Et si je dis la morale aussi, sa source, elle date de longtemps. Si je dis elle date de longtemps, c'est avec aussi l'avènement de la démocratie que nous avons eu tous ces problèmes. Qu'on le veuille ou pas, moi je ne dirais pas que je vais faire peut-être le procès des acteurs du mouvement démocratique, mais quelque part je pense que tout ce qu'ils ont eu à véhiculer comme raison fondamentale vraiment de leur révolution, nous nous sommes rendus compte après que certainement peut-être ce n'était pas vrai ou ils ont baissé les bras après. Et c'est ce que nous a amené dans tous ces problèmes. Nous, ça a parlé un peu des conditions au niveau de l'éducation, mais par-delà dans d'autres secteurs. Mais au-delà de tout ça, Est-ce que vous vous rappelez des revendications du mouvement démocratique, notamment de l'association des élèves et étudiants du Mali, qui demandaient plus d'écoles, plus de professeurs? Il y avait une double vacation, une double rotation. Les enfants peuvent faire une semaine, ils ne vont pas à l'école. Pour quel résultat? Non. Pour quel résultat? J'ai dit, les revendications qu'on Oui. conduit au 26 mars, il y avait ce système Je d'école. n'en conviens pas. Je n'ai pas dit que ce n'était pas rationnel. Je n'ai pas dit que ce n'était pas rationnel, mais j'ai dit qu'on a tout ça aujourd'hui pour quel résultat? La question, c'est à ce niveau. La question, c'est à ce niveau. Et maintenant, secondo, je dirais que peut-être le plus gros souci également, peut-être la plupart peut-être des jeunes n'ont pas eu les formations adéquates qu'il fallait. Mais ceux-là aussi, comme nous sommes assez bien eu à le dire, ceux-là quand même qui ont pu se positionner, en principe, devaient servir en réalité de tremplin pour l'éveil de conscience. Et malheureusement, cela aussi, on n'est pas patent. C'est ça le souci. La plupart des jeunes qui ont eu la chance d'atteindre un certain niveau c'est-à-dire de responsabilité, et nous avons vu après, pour des moins que rien, ils sont prêts franchement dire, à monnayer leurs convictions. Nous avons pratiquement participé à tous les soulèvements populaires dans ce pays, sous Ibeka à nos jours. La plupart des jeunes acteurs qui étaient là au devant de la scène, j'étais avec eux. Mais ce qu'ils ont fait, c'est immoral qu'on se le dise. Certains sous Ibeka ont trahi la lutte. Et après Ibeka, avec le mouvement du M5, il y a pas mal de gens qui ont trahi. Maintenant, est-ce que nous-mêmes, jeunes, il faudrait qu'on fasse notre propre introspection? On est aujourd'hui un problème pour nous-mêmes. Raison pour laquelle j'ai dit il est bon d'accuser les anciens, il est bon d'accuser les politiques. Mais nous-mêmes, qu'avons-nous fait pour nous-mêmes? Qu'est-ce que nous avons fait? Et c'est ce qui manque aujourd'hui.
Et il est vraiment temps que nous fassions cette prise de conscience-là pour vraiment un avenir radieux au bénéfice de la jeunesse. Merci beaucoup, Yalkoué. Khadija Fofana, quand on parle des jeunes, il s'agit aussi des femmes. Il s'agit de femmes. Quel est l'apport des femmes dans tout ça? Quelle est la responsabilité des femmes? Sinon des filles, des jeunes filles, bien sûr. Quand on dit des femmes, de façon générale, quand on parle de jeunes, il s'agit aussi des femmes. Quel a été, vous, votre rôle dans cette situation, dans cette décadence? Alors, les femmes y sont pour beaucoup, mais avant, je voudrais que nous comprenions une chose. C'est vrai, nous avons tous participé à des soulèvements populaires, mais il faudrait que l'on sorte de ça, franchement. Il faut que le peuple malien, que les jeunes comprennent qu'il ne sert à rien de participer à des soulèvements populaires et pour quelle fin. Nous devrons apprendre à sanctionner nos dirigeants dans les urnes et non dans la rue. Ça, il faudrait que la jeunesse l'intègre une bonne fois pour toutes. Alors, ceci dit, les femmes ont beaucoup participé à cette décadence parce que ce sont elles qui sont nombreuses, parce que ce sont elles qui votent le plus. Beaucoup de femmes votent pour des candidats qu'elles ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Elles votent pour ces candidats moyennant de l'argent à travers un spécimen. On leur montre juste un spécimen, on leur montre un candidat et on leur demande d'aller voter. Et elles votent le plus souvent en prenant de l'argent. Il y a beaucoup de regroupements de femmes qui viennent devant les bureaux de vote, qui se regroupent, mais qui refusent d'aller voter si on ne leur donne pas de l'argent. Et ça, c'est un véritable problème pour le développement même de notre pays. Parce que vous prenez de l'argent, vous prenez 1 000 francs, 2 000 francs, vous donnez 5 ans de votre destinée à quelqu'un. 5 ans, ça fait 1800 jours, s'il vous plaît. 1800 jours. 1 an, ça fait 365 jours. 5 ans, ça fait 1800 jours. 1800 jours, vous auriez pris 1 000 francs, 2 000 francs. Est-ce que vous auriez fait une bonne affaire? Entre nous, vous avez des calculatrices, calculez. Jacques, vous pouvez répondre à la question. Est-ce que les femmes qui agissent de cette manière ont fait une bonne affaire? Bon, déjà, comme les femmes, comme les hommes, comme les jeunes, nous sommes tous fautifs parce que nous nous sommes fait tous, à un moment donné, embarquer dans un système. La jeunesse se fait embarquer pendant les campagnes. On porte des t-shirts, on crie sur les toits et c'est à nous, on donne de l'argent pour aller soudoyer d'autres jeunes. Nous-mêmes, on n'a pas de carte d'électeur. Les jeunes ne votent pas. C'est-à-dire qu'ils font campagne, mais eux-mêmes, ils ne votent pas. La majorité des Maliens, c'est des jeunes, mais quand vous regardez même le vote, c'est les femmes et les personnes âgées. Mais en tout cas, les jeunes, ils ne votent même pas à 1%. Et ils n'ont pas de carte d'électeur. Donc, ça, c'est un problème. Pour les femmes, eux, oui, ce n'est pas seulement de l'argent. C'est devenu, quand on dit campagne, c'est leur commerce qui a commencé. Quand tu vas avoir un regroupement de femmes, pour dire que tu es candidat, tu as beau eu à faire des activités ou même les aider dans le passé avant même d'avoir des ambitions politiques, c'est-à-dire quelqu'un dans la commune qui aide les femmes dans leurs petits besoins, qui les aide dans leurs petits commerces. Cette personne a l'ambition de se présenter en tant que maire ou en tant que député. Au lieu de l'aider, cette personne nous a aidés avant d'avoir des ambitions, peut-être que s'il accède au pouvoir, nous aurons plus, il va se battre pour qu'il y ait des choses qui changent dans notre situation dans la commune. Mais au lieu de ça, ils vont te faire asseoir pour te dire, bon, vraiment, Karsaboraya, lui, il a proposé ça, toi, tu proposes combien? Ou soit ils vont te dire de payer des baramas, des ustensiles, voilà, des marmites que tu dois payer parce qu'eux, ils donnent ça aux gens en location et ça les permet de gagner de l'argent. Voici ce qui se passe. Et à 18h, c'est que les politiciens appellent le vote utile. Tout le monde garde son argent pour 18h, tous les candidats. Parce qu'à 18h, c'est des groupements de femmes qui se trouvent devant les bureaux de vote pour prendre les 500, les 1000 francs. Tu viens, tu dis, toi, tu as quelqu'un pour voter. Non, je n'ai personne. Ok, tiens 1000 francs. Et tu lui montres sur la tête de qui elle doit aller poser sa main. Et elle va aller poser sa main. Donc, c'est ça le problème. De 92 à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça a même augmenté. L'ADEMA a amené le système T et T-shirt.
Ils ont voulu combattre ça, ils ont amené pire, 2000 francs. Ça, c'est pire que tes t-shirts même, parce que tes t-shirts là encore, ça allait. Maintenant, 2000 francs là, ça c'est autre chose. 2000 francs, 1000 francs, il y a même 10 000 francs maintenant dedans. Donc, c'est un système dont tout le monde est fautif. Il n'y a pas que les femmes, il n'y a pas que les hommes, c'est tout le monde, c'est un système. Mais moi, j'en veux plus à la jeunesse qu'aux femmes. Parce que c'est les jeunes qui sensibilisent, les mamans. Si un jeune rentre dans la famille qui dit « Ah maman, moi j'ai un candidat, il pourra faire ça pour nous », sensibiliser son père et sa mère, à la fin, la famille peut changer et laisser l'argent pour aller voter par conviction. Donc c'est au niveau de la jeunesse qu'il faut changer les choses, que les jeunes arrêtent de faire campagne pour des 5 000 francs, des 10 000 francs, et eux-mêmes ils ne votent pas, ils ne choisissent pas de candidat pour qui ils vont aller voter, qui va travailler pour leur formation, pour autre chose. Donc, moi, je pense que le problème, pour moi, à mon avis, ce n'est même pas les femmes, c'est les jeunes. Merci beaucoup, Jacques. Yalkoué, qu'est-ce qu'il faut pour que la jeunesse puisse changer d'attitude? Bon, c'est quand même un combat de longue haleine pour la simple raison que tout est presque à refaire au niveau de la jeunesse. Hein. Comme je l'ai si bien dit, j'ai parlé de morale et aujourd'hui, il n'y a pas de leader au niveau de la jeunesse. À un moment donné, quand on parle de jeunesse, on pouvait pointer du doigt, c'est-à-dire que sur quelqu'un pour dire que bon, celui-là, quand il parle, il peut dresser franchement une masse critique derrière lui, mais malheureusement, ça n'existe plus aujourd'hui. Pour la simple raison que la plupart des gens qui ont eu la chance d'occuper, c'est-à-dire que le devant de la scène, arrivé à un moment donné, ils ont trahi la conscience populaire au niveau de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut? La raison pour laquelle j'ai parlé de prise de conscience, j'ai parlé de prise de conscience, qu'on se mette en tête que l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. Et quand une jeunesse, au moment où elle doit se battre pour la construction du pays, pour la bonne gouvernance, elle-même devient plus gangrénée que le système qu'il doit contrôler, c'est un problème. Et raison pour laquelle j'ai parlé d'éveil de conscience, et c'est pas à partir de là maintenant que si nous arrivons vraiment à travailler ce côté conscience, nous allons faire de telle sorte que la jeunesse aussi puisse s'affirmer. Il ne faudrait pas seulement se limiter à accompagner. Il faut faire de telle sorte qu'elle puisse quand même occuper des postes de responsabilité à haut niveau. C'est très important. C'est le cas aujourd'hui. Oui, si je dis à haut niveau, nous sommes dans une transition. Elle a parlé d'élection. Nous, on se projette dans le futur, ce n'est pas pour la transition. Maintenant, quand je dis poste de responsabilité, c'est des postes électifs aussi, surtout qu'il faut viser. À commencer par la présidence de la République. Rien n'empêche un jeune aux jeunes de se mobiliser aujourd'hui pour prendre la destinée du pays après cette transition. C'est possible. Par-delà, il y a l'Assemblée nationale qui est là. Et au-delà de l'Assemblée nationale, il y a aussi le Sénat aussi qui est là, etc., etc. Et moi, je pense que c'est dans cette dynamique que nous devons nous inscrire aujourd'hui. Parce que pratiquement toutes les études l'ont prouvé. Le socle d'une nation, le développement d'une nation repose sur la jeunesse. Et cette jeunesse, si elle-même, elle ne prend pas conscience de sa force dans un système politique, franchement dire, c'est écœurant. Merci beaucoup, Khadija Fofana. Qu'est-ce qu'il faut pour changer l'attitude des jeunes et des femmes? Ok. Pour commencer, permettez-moi de dire cette partie en bambara, parce que c'est tellement important. Allez-y. On dit, on a l'habitude de dire « Demsenou et Sini Siki ». Franchement, on a beau au connoté. Demsenou et Sini Siki, Sini don jume, Sini bese don jume. Anga fo demsenou, anga ke binye siki, anga bo Sini Siki ala. Parce qu'on va te dire ye Sini Siki. Dugu beje, on va te dire encore que non, qui est Sini de Nyesiki. Dugu beje tukuni abefiye tukuni qui est Sini de Nyesiki. Sini bese don jume. Sini tese. Anga ke binye siki. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Tant qu'on va se dire que, oui, nous sommes l'avenir de ce pays, mais l'avenir là ne viendra jamais comme ça. En fait, il faut que les jeunes prennent conscience de leur rôle dans ce pays. Des jeunes ont toujours dirigé ce pays, ça n'a pas commencé par le chef d'État, ce n'est pas ce chef d'État. Moussa Traoré, quand il venait au pouvoir, il était très jeune. 32 ans. Modibo était jeune. Je n'étais pas là sous Moussa, je n'étais pas là sous Modibo, mais ils étaient très jeunes. Je connais l'histoire de mon pays. Atete également était jeune. Relativement jeune, bien sûr. Relativement. Alors,
Ce qu'il faut, c'est que ce n'est pas un manque de leadership, ce n'est pas parce que les jeunes n'ont pas dirigé ce pays. Ils l'ont fait. Mais qu'est-ce que ça a donné, comme vous l'avez si bien dit? Il faut une jeunesse responsable, une jeunesse qui soit sensibilisée, une jeunesse qui va se dire que mon pays compte sur moi. Tant que tu ne te donneras pas comme objectif, c'est-à-dire que ton pays compte sur toi, tu ne peux pas servir ton pays. Aujourd'hui, on se sert de notre pays, mais on ne sert pas notre pays. On se sert de notre pays une fois qu'on a la langue mielleuse, une fois qu'on peut monter au créneau, une fois qu'on est visible dans les médias, eh bien, on est très vite repéré. Avoir la langue mielleuse ne fait pas de nous non plus des jeunes compétents plus que les autres. Pas du tout. Il y a des jeunes compétents qui ne prennent même pas la parole. Pourtant, ils sont tellement compétents dans leur domaine. Et il faut les identifier et les mettre à la tâche. Ça, c'est important. Donc, les jeunes doivent changer de comportement. Ils doivent prendre compte, ils doivent se rendre compte même du rôle qui leur est dû. Merci beaucoup, Khadija Noumsa. Qu'est-ce qu'il faut, quelle attitude doit prendre la jeunesse, femmes et hommes, pour un meilleur comportement? Il faut se former. C'est important que la jeunesse doit se former. C'est très important. Sans formation, il n'y a rien. Il faut se former. Il faut se former, il faut lire, il faut travailler. Il ne faut pas vivre de l'activisme. Il ne faut pas vivre de la politique. Il ne faut pas vivre de la société civile. Il faut travailler, il faut se former. Il faut défendre ceux auxquels vous croyez. Avoir une conviction. Avoir une conviction. Quand vous croyez quelque chose, même si tout le pays ne croit pas en ça, défendez ça. Parce que c'est en ça que vous croyez. Si vous ne faites pas ça, vous serez la risée du monde. Et mes deux sœurs ont parlé d'élections, de postes, tout ça. Bon, on est dans un pays où les gens sont croyants. Les postes, les privilèges, ça c'est le destin. Défendez vos convictions, défendez ceux auxquels vous croyez. Après le reste là, c'est Dieu qui fait. Moi je donne un exemple banal. Moi j'ai été candidat en commune 3, en commune 4. J'ai eu 300 voix. Et d'autres personnes sont devenues députées. Mais 3 mois après, Dieu les a fait sortir et moi je suis devenu député à leur place. Donc ça c'est le destin. Donc il faut jamais... Antidémocratique, 300 voix, tu te retrouves... Mais je vous en prie. Je vous en prie. Donc ça c'est vraiment... C'est très important à intégrer. Lorsque vous croyez au destin, lorsque vous croyez à ça, vous n'allez rien faire pour avoir quelque chose. Vous allez tout faire pour défendre vos convictions et c'est dans ça là que le parcours va venir. C'est dans ça. Bon, le président Modibo Keïta, il a cru au destin. La première élection à laquelle le président Modibo Keïta a participé, il a eu 900 voix. 900 voix. 900 voix. Mais après, il est devenu président de la République. Peut-être que je vais devenir président de la République un jour. Donc, il faut défendre vos convictions. Il faut défendre vos valeurs. Ceux auxquels vous croyez. Quand vous croyez, vous pouvez vous tromper. Mais défendez ça. Les gens vont vous rejoindre plus tard. Et ce n'est qu'en faisant ça que la jeunesse peut se forger un chemin. Tant que la jeunesse restera à attendre, dans l'attentisme, tant que la jeunesse restera à dire, bon, je vais critiquer, je vais plus parler pour accéder au poste, pour ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La jeunesse doit avoir un projet. Le destin, il est préétabli. La jeunesse doit avoir une vision. C'est aujourd'hui donner de l'eau à notre peuple, amener l'électricité partout. C'est faire en sorte que nous puissions avoir une agriculture émergente. C'est faire en sorte que nous ayons les meilleurs hôpitaux pour nous soigner ici. Là, c'est le politique qui s'exprime et non le jeune. Ça, c'est le rôle de la jeunesse. Merci parce beaucoup. Que nous sommes l'avenir. L'avenir, c'est le présent et c'est le futur. Merci beaucoup, Noumsar. Jacques, qu'est-ce que vous pensez? Ouais, mais Jacques, c'est mon nom de famille, donc c'est pas grave. Evelyne Jacques. Ouais. Evelyne Jacques, quelle approche pour la jeunesse afin de réussir un changement de comportement? Moi, je dirais pas la formation, moi, je dirais plutôt une éducation civique et morale. Et ce n'est pas aux jeunes, mais à nos enfants.
Parce que quand on parle de jeunes, on passe par une étape. Comment vous pouvez dissocier la formation de l'éducation civique et morale? Oui, l'éducation civique et morale, quand je parle de... parce que peut-être un plus, mais la formation quand même, ça doit être la base. Oui, la formation, je ne parle pas de la formation des jeunes adolescents, des jeunes qui ont 15, 20, 30 ans aujourd'hui. Moi, je parle de la base, parce que quand on parle d'une nation, on parle d'éducation, on parle de morale. Mon frère a parlé de la moralité, ça ne se crée pas à partir de 30 ans. La moralité, c'est dans la famille, c'est la base d'une nation. Et c'est cette moralité qu'aujourd'hui le Mali a perdue. Et c'est quelque chose de très précieux que nous avons perdu. Et Bamanan Koko Mara, c'est ça au fait. Donc, un enfant bien éduqué qui apprend à savoir que le denier public, oui, Haramoui Ima, je ne dois pas toucher quelque chose qui ne m'appartient pas, parce que ce n'est pas à moi. Savoir comment se comporter dans la société face à ses aînés. Avant nous, quand j'étais petit, je me rappelais que ma mère, il y avait des manguiers, le manguier dans notre maison. Il y avait un manguier chez le voisin. La branche du manguier venait dans notre maison. C'est-à-dire qu'avec mon fabé Touli. Mais tant qu'on n'est pas allé demander la permission aux voisins, on ne pouvait pas le toucher. Donc ça, c'est l'éducation. Ça apprend l'enfant à le jour où il sera grand, à des postes de responsabilité, savoir que ce truc n'est pas à moi, je ne dois pas le toucher. Donc c'est ça pour moi le plus important. Parce qu'un enfant qui a déjà 30 ans, qui a une éducation de base ratée, tu as beau le former, le sensibiliser, ça sera difficile de l'amener à la moralité. L'émission s'achemine vers sa fin. La dernière partie de l'émission consistera à demander au public des questions. Monsieur le ministre Ben Katra, nous vous donnons la parole. Au thème proprement dit, jeunes et femmes, actrices incontournables des réformes politiques et institutionnelles enclenchées. Il y a un aspect qu'il ne faut jamais oublier. Tout le monde parle de 70% de la population malienne est jeune. Mais dans les 77%, combien sont des jeunes ruraux qui n'ont jamais été à l'école? Combien? Je dirais plus de la moitié. Alors tous ceux qui agissent et qui parlent au nom des femmes et des jeunes, c'est l'élite intellectuelle de la branche femme et jeunes. Clair? Maintenant, sur ces réformes politiques institutionnelles, des questions ont été posées. Je voudrais poser également cette question pour les panélistes. Tous jeunes, certains avant 1991, d'autres très enfants en 1991. Quelle a été leur contribution concrète par rapport au projet de nouvelle constitution? Et Yelkoué, vous répondez aux questions posées par le ministre Katra. D'accord. Merci, bien, monsieur le ministre, pour la question qui, à mon sens, est pertinente. Et nous, à notre niveau, lorsque nous avons été... Bon, il est bon quand même de le souligner. Il est bon de le souligner parce que nous avons été pour la finalisation. Nous ne sommes pas membres nous ne sommes pas membres de la commission de rédaction. Donc la finalisation en tant que telle n'avait pas la possibilité, c'est-à-dire que d'apporter des propositions allant dans le sens de désarticuler les textes. Non, je viens. La question de Mobloud voudrait dire que vous avez participé à une commission au nom de jeunes, des jeunes qui n'avaient pas été consultés auparavant. Non, je viens. Excusez, c'est juste une suite logique. Je vais commencer par le bas pour que... Rapidement. Voilà. Donc, je vais juste dire que lorsque nous avons été approchés pour siéger dans la commission de finalisation, la première des choses, c'était de se battre pour ramener l'âge d'être candidat au présidentiel en dessous de 35 ans. C'était notre première position. Dans la Constitution actuelle, c'est 35 ans aussi. Voilà, on avait dit de ramener à 30 ans. Est-ce que vous voyez? Et secondo, on a dit de se battre aussi par rapport... Qu'est-ce qui a été maintenu? 30 ans ou 35 ans, c'est 35 ans qui a été maintenu. Comme dans l'actuelle Constitution. Voilà, c'est un fait majoritaire qui se dégage. Tu donnes ton avis et la majorité se décide par rapport à ça. Donc vous n'avez pas eu gain de cause? Bon, d'accord, on passe.
Donc, secondo, par rapport également aux propositions, le cas du Conseil économique, social et environnemental et culturel, parce que c'est le volet rural. Nous nous sommes battus pour que les recommandations quand même du Conseil aussi soient aussi prises en compte, parce que quand on parle quand même du volet rural, comme monsieur le ministre l'a si bien dit, la plupart quand même des jeunes, c'est à ce niveau aussi, qui n'ont pas une éducation, une instruction de base, qui leur permet franchement d'être entendus jusqu'à un certain niveau. On s'est battu pour ça et je pense qu'on a eu gain de cause à ce niveau. Et par-delà également, nous nous sommes battus pour que l'âge aussi, l'âge plafond ne dépasse pas 75 ans pour la présidentielle. Déjà, il y a des exemples récents qui sont là, parce que vous allez amener, vous m'excusez le terme, un ancien, vous m'excusez le terme, qui n'est pas doté de toutes ses facultés souvent. Et ça devient un problème pour l'État, après ça bloque l'État. On a dit de revoir. Est-ce que vous voyez, on a pu quand même avoir l'âge plafond à 75 ans. Nous nous sommes battus pour ça. Bon, au-delà également de ça, la mobilisation de la jeunesse en situation, lorsque le pays est dans une situation de crise, nous nous voyons parfaitement dans ça et nous avons défendu la position. Et nous sommes prêts aujourd'hui, même si le président de la transition demande au Conseil national de la jeunesse de fournir tel nombre, un quota aujourd'hui pour aller sur le champ de l'honneur, je pense que j'en ferai partie. Merci bien. Merci beaucoup, Yelkoué. Khadija, si vous avez des réponses au ministre Katra. Moi, non, parce que nous avons pris part aux assises nationales. Avant les assises nationales, c'était les concertations nationales. Et avant, c'était le dialogue national inclusif. Et effectivement, nous avons pris part à toutes ces rencontres historiques et nous avons formulé des recommandations. Et je pense que c'est à partir des assises nationales que l'idée est venue de changer de constitution avec les autorités actuelles. Donc, c'est à travers ces assises-là que nous avons effectivement formulé des recommandations. Mademoiselle Jacques. Oui, moi, dans le sens où j'ai compris la question du ministre, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons fait en tant que jeunes, auprès des jeunes, concernant ce projet de constitution. La proposition. Il ne parle pas de proposition. Ce qu'il a posé, c'est ça. Non, il parle S'il vous pas plaît, de proposition. Yelkoué, tu n'as pas la parole. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, on n'a pas attendu. S'il vous Mon plaît. organisation, qui est la COFOR, n'a pas attendu d'être membre de la commission de finalisation pour aller à la rencontre de la jeunesse. Nous avons fait des ateliers à Ségou, qui est sorti sur l'ORTM, où on a fait un atelier sur les réformes politiques actuellement sur la Constitution. Qu'est-ce que la jeunesse de Ségou pense de cela? On a fait un atelier de toute une journée qui a été accusé par un rapport. Et le président du Conseil régional de la jeunesse était présent et il a parlé du rapport, de l'idée générale qui a été dégagée dans cette salle. Nous avons mis 1000 jeunes de Bamako à Kati pour faire des sondages de porte à porte pendant 16 jours, pour sonder les jeunes dans les différents endroits, dans les familles, pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent d'une nouvelle constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, la constitution, le changement de constitution est approprié dans le contexte actuel? Parce qu'on ne peut pas aller parler de quelque chose sans connaître l'avis de nos semblables. On a fait 16 jours, on a sondé 21 personnes qui fera l'objet d'un point de presse demain, qu'on va partager avec la presse malienne. Ça va sortir sur ORTM, sur le sondage, ce que nous avons reçu de ces sondages. Nous avons fait des ateliers dans les différents quartiers. On appelle ça des causeries débats qu'on fait avec des organisations de jeunes et de femmes pour les sensibiliser sur ce que c'est qu'une constitution déjà, qu'est-ce que c'est que l'ancienne constitution et les articles qui ont été modifiés ou même ajoutés dans l'avant-projet. Donc c'est après tout cela que nous avons été associés au projet de finalisation de la commission du projet de constitution. Et nous avons amené ce que nous avons reçu en majorité de la jeunesse pour défendre, c'était les proportionnels. C'est pourquoi un véritable processus démocratique. Exactement, que nous avons mené. Et Monsieur Sarr, si vous avez des éléments de réponse, s'il vous plaît, non. Vous n'avez pas la parole. Sarr a la parole. Si vous avez des éléments de réponse pour le ministre Katra. Je vais peut-être vous surprendre. J'ai rien fait.
j'ai rien fait, parce que dès le départ, j'ai marqué des réserves par rapport au processus. Pour dire que nous ne sommes pas des gens qui suivent comme ça. On défend des valeurs, on défend des convictions. Une chose, c'est d'avoir des réserves. L'institution à laquelle j'appartiens a fait des propositions, ça nous engage tous. Une chose, c'est de ne pas... Monsieur Benkatra a été ministre de la République. Dans un gouvernement, il se fait des choses où vous avez des réserves. Mais vous n'en faites pas un motif de lutte politique ou de dénonciation. Ou de démission. Ou de démission. On est dans une équipe, et dans l'équipe, on a des accords, c'est normal. Donc, NUMSA n'a rien proposé dès le départ. Les plus hautes autorités le savent, mais je ne serai pas de ceux-là aussi qui vont se battre pour aller contredire la Constitution, essayer de casser la Constitution, dire je ne suis pas d'accord sur tous les plateaux. Ce n'est pas honnête. Quand vous appartenez à une institution, à une équipe, il faut faire prévaloir vos points de vue. Mais non, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Si la majorité estime qu'il faut réviser la Constitution, vous gardez vos réserves, mais vous ne les torpillez pas. Je ne les torpillerai pas. Merci voilà. beaucoup, c'est ça mon point de vue. Monsieur Sarr. Et Yelkoué, rapidement, Non. 30 secondes. En fait, la précision que je voulais donner, 30 secondes. Je pense que c'était les propositions que nous avons eu à faire. Parce que c'est un processus, hein, c'est pas la peine que Nous savons que vous avez fait des propositions. Non, je viens, c'est juste pour préciser que c'est par rapport au processus, j'ai fait économie du processus en tant que tel. Est-ce que vous voyez? Et quand on vous approche pour être membre d'une commission, ça sous-entend que vous devez aller faire des propositions. Quand il y a question de faire des propositions, vous devez consulter obligatoirement la base. Voilà, c'est cette précision que je voulais faire. Merci beaucoup pour la précision. Vous avez la parole. Votre nom? Docteur Djiré. Docteur Djiré, vous avez la parole. Je vous dis aujourd'hui, ceux qui sont morts sur le front, ceux qui sont en train de mourir, à 90% sont des jeunes. Ceux qui ont fait la lutte héroïque du peuple malien depuis le 26 mars jusqu'à passer par l'M5 RFP, c'est des jeunes. Mais les jeunes n'ont pas écouté le discours d'Assimi du 1er juin 2021. Il a dit à cette jeunesse de sortir de la manipulation. Zainab, dire que les jeunes sont médiocres, c'est vraiment, ça donne de la peine. Pourquoi? Parce que dire à tes enfants qu'ils sont médiocres, c'est grave. Aujourd'hui, au lieu de faire l'autopsie de la démocratie, on a fait l'autopsie de la jeunesse. Je réponds à l'identité Abdul Karim Konaté, le directeur de l'Académie Yelema. En parlant de la jeunesse, je me demande si Yelkoué peut confirmer sur l'âge de la jeunesse. Je pense qu'au Mali, c'est de 18 à 35 ans. Et si jusqu'à présent, au Mali, on continue à parler des leaders de 40 ans, de plus de 40 ans comme jeunes, et que nous les citons comme référence de jeunes, quelle est la place, quelle sera la responsabilité des structures juvénales pour prendre les responsabilités face à la réclamation de ce qui leur doit. Parce qu'en parlant de jeunes et femmes, on ne peut pas citer des 40 ans comme référence, comme jeunes. Mais j'aimerais avoir aujourd'hui Noussar, qui se réclame toujours jeune. Quelle est ta responsabilité aujourd'hui en tant que représentant de la jeunesse face aux engagements pour relever le défi du Mali? Merci beaucoup, Konaté. Yelkoué, vous avez la parole pour y répondre rapidement. D'accord. Est-ce que la question, elle m'est adressée? Je pense que... Yelkoué, oui. Les premières questions sont adressées à Yelkoué, après nous, vous deux, vous allez répondre. D'accord. Merci, cher aîné. Yelkoué, tu n'as pas à le regarder. Reste dans ta position. Okay, d'accord. Merci, cher aîné du parti Yelema. Un parti que j'admire beaucoup. C'est bon que je fasse aussi peut-être cette appréciation pour son engagement, ses prises de position, quelles qu'en soient les circonstances. C'est vraiment le leader Moussa Mara. Moussa Mara. Et récemment, je l'ai écouté sur un média par rapport au projet de constitution. Il n'est pas de ceux-là qui sont carrément contre la Constitution. Et il a avancé ses raisons, même s'il n'est pas d'accord avec certaines dispositions du truc. Il a parlé des assises nationales de la refondation. Il a parlé également aussi de l'accord entre le Mali... Et répondez à ces questions. On ne parle pas de Moussa Mara maintenant. Répondez à ces questions. Non, non.
Et non, il est bon de le faire. Il faut me féliciter quand même, il faut applaudir. Voilà. D'accord, donc en fait, par rapport à la question de la jeunesse, comme il l'a si bien dit, et moi je pense que... dans vos textes, la jeunesse, c'est jusqu'à quel âge? Non, au niveau du CNJ, c'est 10 à 35 ans. C'est de 10 ans à 35 ans. Oui, au niveau du Conseil national de la jeunesse. Quand tu dépasses 35 ans, tu ne peux plus être membre du Conseil national de la jeunesse. À 36 ans, tu ne peux plus être membre. Non, de 10 ans, pas 18 ans. De 10 à 35 ans. Chez nous, c'est comme ça. Ce n'est pas un dialogue entre vous deux. Voilà. Donc, c'est de 10 à 35 ans chez nous. Dans les textes, c'est comme ça. Et pour être membre du CNJ. Et par rapport aussi au rôle, je sais que le rôle de la jeunesse, le CNJ, c'est comme aussi la société civile, il n'y a pas une grande différence parce que c'est aussi un instrument apolitique. Il faut l'éveil de conscience, il faut aussi la veille citoyenne. Et je pense que cette veille citoyenne, nous le faisons depuis très longtemps. Ça n'a pas commencé avec cette transition. Et lorsque la transition s'est installée, à chaque fois que l'appel a été fait au CNJ, le CNJ a répondu et le CNJ a donné son point de vue aussi par rapport au sujet d'intérêt national. Nous continuons à le faire. Merci beaucoup. Voilà. Noubzar, vous avez quelques éléments de réponse? Oui, je voudrais remercier le grand frère Konaté pour ces questions. Moi, l'histoire a fait que je me retrouve dans une institution de la transition, un organe de transition, et j'assume pleinement mon rôle. J'ai interpellé le Premier ministre. Il y a eu un scandale. Vous étiez content parce que c'était la démocratie. C'est ça mon rôle. J'ai marqué mon désaccord, ma réserve sur le processus de constitution. C'est de façon responsable. Moi, je pense que c'est comme ça la jeunesse doit être. C'est pas parce qu'on appartient à un organe qu'on dit, bon, oui, tout est bon, oui, le gouvernement, on est d'accord. Je vous dis, Noubzar a marqué ses réserves sur le projet, sur la forme et sur le fond. Mais cela n'est pas une raison pour en faire un motif de lutte politique. Le pays est fragile. Le pays est fragile. Dans un groupe, vous marquez votre désaccord, les gens le mettent dans le PV. Et si l'histoire vous donne raison, ces gens vous regardent avec l'œil de sérénité et de confiance. C'est comme ça fonctionne. Moi, je pense que c'est comme ça la jeunesse doit être. J'ai dit que le Premier ministre, contrairement à ses engagements qu'il a pris devant l'organe dans lequel je suis, ça n'a pas marché. Et je crois qu'il y a eu quelques correctifs. Et vous voyez les résultats aujourd'hui. C'est ça mon rôle. Je ne suis pas quelqu'un qui va suivre, qui est un suiviste. Merci beaucoup, M. Sarr. Voilà, l'émission tire vers sa fin. J'ai une dernière question. On pourrait... Dabo a posé la dernière question. Là. Je demande aux femmes, aux dames, de répondre à Dabo si elles ont des éléments de réponse. Bon, moi, je pense que si monsieur, notre grand frère, je peux dire, avait suivi tout le débat, on avait déjà eu à planter déjà le décor de la jeunesse que nous voulons, de ce que nous voulons faire, et de la manière dont nous voulons que les Maliens ou la jeunesse malienne deviennent et prennent ses responsabilités. Donc, moi, je pense qu'on avait tout dit et que nous voulons une jeunesse formée, nous voulons une jeunesse avec une éducation civique et morale, professionnelle aussi, qui soit à point pour qu'aujourd'hui, mais je ne dirais pas demain comme Kayatou, parce que demain commence aujourd'hui, que nous occupons des postes que nous méritons et que ça ne soit plus des applaudisseurs dans la rue qui deviennent des ministres dans notre gouvernement. Merci beaucoup. Khadija Fofana, vous avez quelques éléments de réponse? Oui, il dit le type de citoyens que nous voulons devenir. En fait, moi, je dirais, il y a une chose qui existe dans notre pays déjà. Ce sont nos valeurs sociétales. Alors, il y a des gens parmi nous, lorsque vous êtes Traoré, vous vous vantez d'être descendant de Tiramara. Vous êtes Keïta, vous vous vantez d'être descendant de Sundiata. Et j'en passe, certainement. Mais si Sundiata n'a pas volé, alors ne vole pas. Si Sundiata n'a pas triché, si Tiramara n'a pas triché, toi qui es son descendant, ne triche pas. Donc, le type de citoyen que nous voulons, c'est de nous inspirer de nos valeurs ancestrales. De nos valeurs ancestrales. C'est-à-dire que... Positive, bien sûr. Bien sûr, on ne va pas s'entretuer pour une femme. Mais, mais nos valeurs qui existent déjà, on ne ment pas, on ne vole pas, on ne triche pas. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça a toujours existé.
Alors, il y a des Maliens de nos jours, mais nous voulons effectivement des citoyens maliens. Ces citoyens-là qui connaissent leurs devoirs et leur rôle vis-à-vis de leur pays. Merci beaucoup. La dernière question à tous. On s'achemine vers un référendum. Quelle pourrait être la place et le rôle de la jeunesse pour propager ce projet de constitution ou pour faire campagne contre ce projet de constitution? Nouhoum, je crois que vous allez faire campagne pour le oui. Oh, pas forcément. Pas forcément. Je vous ai dit, je vous ai donné ma réponse, je vous ai dit clairement. Et ma réponse, ça reste ma position. C'est une position de liberté et de conviction. Mais je crois que oui, je crois qu'il y a des organisations comme COFOR, comme Amazon et autres, qui sont déjà à pied d'œuvre pour disséminer davantage ce projet, pour appeler les jeunes, expliquer le contenu, pour appeler les jeunes à adopter le projet. Une fois adopté, le projet va s'imposer à tout le monde. C'est un fait, c'est une réalité. Yalkouye, vous avez participé à la finalisation de ce projet-là. Est-ce que le Conseil national des jeunes va faire campagne pour l'acceptation de ce projet? Bien évidemment. Bien évidemment. On a pris part. Et je pense que nous avons même déjà commencé avec, je crois, la grande mobilisation de la jeunesse qui a eu lieu au Palais des Sports. Ce n'était pas le CNJ seulement, même la COFOR aussi était représentée. L'appel en réponse à l'appel du chef de l'État. Nous sommes dans la dynamique, en réalité, de défendre ce projet et qu'au jour J, nous puissions quand même au moins sortir avec un résultat fort honorable. Khadija, vous allez faire campagne pour l'adoption de ce projet? Alors moi, comme je l'ai dit tantôt, j'ai des points de réserve. J'ai des points de réserve parce que pour moi, il est tout simplement inadmissible qu'un seul article soit consacré aux jeunes et aux femmes. Ça, je reviens là-dessus, c'est mon point de vue et je le défendrai jusqu'au bout. Mademoiselle Jacques, votre point de vue, est-ce que vous allez défendre ce projet de constitution? Oui, nous sommes déjà sur le terrain. Nous sommes toutes actuellement en train de faire des ateliers pour partager avec les organisations de jeunes ce projet de constitution, les expliquer ce qu'il y a dedans et ce pourquoi nous le soutenons. Donc nous avons déjà commencé et nous avons lancé l'appel en Côte d'Ivoire la semaine passée à travers COFOR Côte d'Ivoire qui a lancé un appel aux organisations de jeunes vivant en Côte d'Ivoire de soutenir le projet de constitution. Merci beaucoup. Merci les panélistes. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Aîné, cher Aîné. Que Dieu nous prête longue vie pour que l'année prochaine, nous puissions nous retrouver au sein de la Maison de la Presse pour un autre débat.